intellectuel, en l'occurrence un praticien de la philosophie. Quand je dis praticien, c'est que, contrairement à la plupart des philosophies qui font de la philosophie une profession en soi, je pratique la philosophie dans la vie sociale, politique, professionnelle, depuis une cinquantaine d'années. Ça, c'est une définition possible. Une autre définition, c'est que je suis un militant de l'éducation populaire et permanente. Et enfin, je suis porteur, avec d'autres, d'une utopie. Et cette utopie, c'est celle d'une démocratie qui cesserait d'être capacitaire, et donc d'une démocratie approfondie, continue, également partagée et intensément partagée. Donc un changement de régime. Et ce régime s'appellerait la démocratie culturelle. Mais l'éducation permanente, enfin l'éducation populaire, c'est d'abord une histoire. Et c'est une histoire auquel on peut donner grosso modo 250 ans, dont un premier courant, une première version, est celle de Condorcet. C'est-à-dire, puisqu'on institue la République, il va falloir que les citoyens prennent conscience, soient conscients et travaillent leur conscience. Et si possible, le travaillent ensemble. C'est une première définition qui aura des prolongements, en tout cas du côté de la laïcité, du côté de la libre de l'enseignement, par exemple. Et puis un deuxième courant naît de la révolution industrielle et surtout des œuvres du mouvement ouvrier. Et là, il s'agit de trouver les voies d'une émancipation pour sortir de la damnation du salariat, dans laquelle on perdait sa vie à la gagner. Et puis une troisième version naît dans les années 20, autour de ce qu'on appelle le loisir ouvrier. C'est très rigolo d'ailleurs, parce qu'en Belgique, on a un arrêté royal de 21 qui reconnaît les œuvres complémentaires à l'école, mais sous prétexte qu'elles ne soient ni politiques ni religieuses, et que donc ce ne soit le lieu d'aucune propagande. Ce sera donc le contraire dans le décret de 76. Et donc, une quatrième version naît dans l'après-guerre, dans différents courants, notamment autour de la résistance au nazisme, à l'occupation nazie, et qui s'institutionnalisera dans les années 60 et 70, en Belgique essentiellement en 1976, dans un décret superbe dont on ne connaît aucun autre exemplaire au monde. La puissance publique reconnaît, d'utilité publique, de reconnaître et de financer librement des associations qui œuvrent à la critique culturelle, sociale et politique du monde du désordre établi. Incroyable, mais vrai. La difficulté initiale de cette reconnaissance des associations d'éducation populaire permanente, c'est qu'elle se fait en 76. 76, si on a bonne mémoire, c'est 2-3 ans après la crise, le début de la crise dite économique. Cette tension considérable, elle a entraîné de très nombreuses associations, notamment celle du mouvement ouvrier, à se détourner des voies de l'émancipation et à faire un travail de réparation. Un travail d'insertion socio-professionnelle n'est pas un travail d'émancipation politique. C'est un travail de réparation conjoncturelle. Je n'ai pas dit que c'était inutile, je dis que c'est un détournement de sens et que beaucoup d'associations d'éducation permanente, entre 1976 et 2003, y ont perdu leur histoire, leur mémoire, leur projet, bref, leur force émancipatrice. Un deuxième syndrome de dépression et de difficulté entre 2003 et 2018. Cette difficulté, c'est celle d'être instrumentalisé par sa reconnaissance et d'être prisonnier de la division du travail entre animation, formation, études et recherches, outils, etc., et campagne d'opinion publique. C'est donc de croire à cette division du travail, alors que cette division du travail ne devait être qu'un facilitateur. Il devient un lieu de dépression, un lieu de perte de l'identité associative, parce que cette division du travail est prise au sérieux et qu'elle devient quelque part le cimetière de la vie associative. C'est comique de la part d'un ancien responsable de l'inspection générale de la culture de dire, mais il faut le dire,
que la subsidiologie est le pire ennemi des associations. C'est-à-dire la conformation, la recherche d'une conformation, d'une conformité de l'action à ce que l'on attend d'elle est le pire ennemi de l'action associative. Alors, je crois que la crise de la pandémie et du confinement est un révélateur, est un analyseur puissant de ce que nous étions, des contradictions dans lesquelles nous étions. Je ne pense pas qu'elle apporte grand-chose de neuf, mais elle apporte un éclairage éblouissant de ce que nous étions. Donc ça, c'est une machine à penser. Alors si on s'en saisit comme machine à penser, et donc comme machine à se réinterroger sur les contradictions fondamentales dans lesquelles nous vivons et dans lesquelles nous agissons, c'est une très belle occasion. L'éducation populaire permanente, elle a là un trésor. Le trésor est cette expérience brève, souvent vécue aussi dans la souffrance, je ne l'esthétise pas du tout, vécue dans la souffrance et l'absurdie de rester à 5 dans un petit logement sans capacité de sortir, d'accord. Donc, néanmoins, ce trésor de distance, l'éducation populaire permanente est là à s'en saisir pour en faire un moteur de conscience nouvelle. Assez curieusement, ce secteur n'est pas un secteur fédéré. Donc c'est un secteur qui est atomisé. Et ce qui ne l'atomise pas n'est peut-être pas le plus intéressant, c'est ce qu'on appelle la pilarisation. D'accord, ça le sous-fédère. Ces sous-fédérations sont plus aujourd'hui, ne correspondent plus aujourd'hui à une structuration réfléchie et sensée de l'action collective. Elle empêche de penser l'action collective. Je pense aussi donc que ce secteur ne s'est pas, jusqu'à présent, construit une conscience collective de ce qu'il est. Et donc n'a pas profité de la richesse, de la diversité de ses racines. Et donc je crois qu'en tout cas une première réponse, ce serait de traiter la question ensemble. C'est-à-dire de se saisir de la question, que pourrions-nous faire ensemble dans cette situation nouvelle, dans cet éclairage nouveau et dans ces potentiels nouveaux, renouvelés d'action collective. Au-delà, je ne sais pas trop m'aventurer. En fait, le premier moment qui m'a amené à l'éducation populaire, c'est très amusant, c'était en avant-dernière année de l'enseignement secondaire, un prof qui, sur un coup de tête, c'est un prof absolument génial, qui nous donnait musique, mais aussi toutes les autres disciplines, mais en musique si possible, avec son piano, très inspiré. Et un jour, on bavardait un peu, il est parti en colère et il a disparu. Et on l'aimait tellement que nous nous sommes donnés pour loi de cacher au monde entier que nous n'avions plus de professeur. Et donc, nous avons pendant 3 semaines donné la classe à nous-mêmes. Nous nous sommes organisés. Nous avons fait ainsi le simulacre de faire un rang dans la cour. Et nous nous sommes chargés mutuellement de l'ensemble des disciplines. Et nous nous sommes donné cours pendant 3 semaines. La deuxième épreuve qui m'a amené à l'éducation populaire, c'est la mort de mon père, à 17 ans, juste un an après. Et la mort de mon père m'a plongé de la bourgeoisie libérale au statut d'ouvrier. Et donc j'ai découvert l'usine de Diamantbord dans le Bas-de-Forêt. Et puis, par le plus grand des hasards, j'étais amené à devenir animateur du Patro des Marolles et j'ai découvert le sous-prolétariat. Et l'abbé Van der Biest, curé marxiste, qui m'a aussi appris l'urbanisme et le marxisme. Et puis de là, je suis parti au Niger pour les Nations Unies. Et au Niger, j'ai compris combien notre société, nous, des Blancs, était cloisonnée, combien la division du travail, du capitalisme, était à l'envers de ce que je pouvais découvrir de l'Afrique non capitaliste.
c'est-à-dire là où la société est encore relativement holistique, et où les dimensions de l'économique, du social, du culturel et du politique connaissent une imbrication inconnue chez nous. Et combien la démocratie trouvait là des sources vivantes dans la palabre au pied de l'arbre. Et puis après ça, je suis parti dans le mouvement ouvrier et dans l'éducation permanente. Alors, populaire est devenue permanente, puisque je suis arrivé en 82 dans le mouvement ouvrier, dans le sillage du décret de 76, et que donc j'ai continué la trajectoire de relation à l'éducation permanente populaire.